Vous nous suivez partout dans le monde, c'est l'heure de débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. L'actualité est abondante, il y a le dialogue, il y a la situation au lendemain de la restructuration de la commission électorale, il y a le démembrement, il y a donc la Sycomine qui a piocher sa première cathode. On en parle avec Patrick Bokengo Kassongo. Monsieur Bokengo, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes un homme d'affaires, vous vous essayez en politique, vous êtes un fou du football, un fou de FC Lupopo précisément. Vous en êtes tellement fou que vous avez envie d'en arrêter la descente aux enfers. On en parle dans un moment. Alors, vous faites vos premiers pas en politique. Comptez-vous créer un parti? Vous avez élevé beaucoup de choses déjà. Je ne sais pas par où je vais commencer. Non, mais écoutez, déjà nous avons plus de 450 partis politiques. Si j'en crée un aujourd'hui, je ne pense pas ce que ça changera. Ce qui est important, c'est le quotidien de Congolais qui doit être changé. Ce n'est pas le nombre de partis politiques. Déjà, si nous avons ce que nous avons et qui n'arrive pas à donner un avenir meilleur à la population congolaise, pourquoi en créer encore? Non, mais je suis là. Premier pas, non, mais écoutez, ça fait plus de 6 ans que je suis sur le chemin de la politique. J'ai été moi-même candidat député à l'ICASI en 2011, donc je n'ai pas commencé aujourd'hui, peut-être chez B1 que je viens d'arriver aujourd'hui, mais Patrick Bokengo a bien commencé il y a longtemps. Vous n'êtes pas des vieux routiers comme ceux qu'on connaît depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans. Mais bon, avez-vous un modèle d'homme politique d'hier ou aujourd'hui dont vous vous inspirez? Pourquoi? Un modèle d'homme politique, c'est toujours difficile. Je préfère, j'en ai, bien évidemment, comme beaucoup des hommes politiques. On s'inspire toujours sur quelqu'un. J'en ai, j'ai Gerhard Schröder en Allemagne, en RDC. Il y en a beaucoup, mais que je ne veux pas citer le nom pour ne pas créer. Bon, écoutez. Jusque-là, c'est un secret personnel. Avec presque 500 partis politiques, vous l'avez évoqué, même si vous n'en créez pas un, vous ne craignez pas de vous jeter dans la mare au crocodile? Écoutez, déjà, si nous venons, s'il y a 450 partis politiques aujourd'hui, si moi aussi je peux quitter dans les affaires et entrer en politique, c'est parce que ce que vous appelez, je ne sais pas, gros poisson ou crocodile, ça n'engage que vous, n'ont rien fait jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc nous on vient aussi donner un coup de main, mettre la main sur la pâte, voir. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je n'ai jamais vu dans mon pays une passation de pouvoir entre deux présidents. Alors, mon souci, c'est dans les années à venir que la démocratie puisse marcher, qu'on puisse, les choses que nous parlons tous les jours, matin, midi, soir, que nous puissions maintenant enfin le toucher et voir la réalité. Voilà, c'est ce que beaucoup de Congolais attendent. Vous avez parlé de la situation sociale en substance, et des infrastructures. Le pays se transforme. Hein. Il y a un programme de gouvernement, impulsion du président de la République, des grands travaux, des grands chantiers. Il y a des changements tout de même. Il y a des changements. Les infrastructures. Et, les gens ne vont pas manger les infrastructures, les gens ne vont pas manger les routes, ni les bâtiments ou quoi. Il y a des choses qui se sont faites. Il ne faut pas être prophète du diable, oui, mais quand vous regardez dans le temps que ça s'est fait, voilà, vous comprenez qu'on a gaspillé beaucoup de temps pour rien. Il y a des choses, mais maintenant,
Ce que je veux quand j'entends un Premier ministre qui parle de macroéconomique, nous voulons maintenant voir qu'est-ce que la population attend aujourd'hui. La population attend que tous les beaux discours soient maintenant être vus par la population dans leurs assiettes, dans leur panier, le panier de la ménagère qui a changé, qui n'est plus le panier de la ménagère, c'est le sachet de la ménagère. On n'est même plus au sachet de la ménagère aujourd'hui. Nous avons les gens, moi je suis né en 75, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai vu dans le temps, quand on faisait les provisions à la maison, c'était des cartons de Thomson. Aujourd'hui, il n'y a que des familles bien aisées qui peuvent se taper ces luxes. Aujourd'hui, vous avez des gens dans le marché qui achètent des demi et un demi-poisson. Voilà, avant qu'on arrive, qu'on commence maintenant à manger l'intérieur d'un poisson, il faut que les dirigeants, les hommes politiques, prennent conscience qu'à chaque fois que vous faites des beaux discours, à chaque fois que vous appelez des gens au dialogue, il y a des Congolais, il y a des femmes qui sont en train d'être violées, il y a des Congolais qui meurent juste à cause d'un comprimé qui n'a pas eu 500 francs de s'acheter. Voilà, c'est ça la réalité. Mais prendre les choses en grand comme ça, le mettre, on a fait ça et ça, écoutez, on n'est pas tous des aveugles pour avaler n'importe quoi. Vous pensez quoi de la démarche du G7, mais surtout du dédoublement du MSR, de l'UNAFEC, de l'ACO et de l'ARC? À ce jour, il y a 4 partis sur les 7 qui ont éclaté. Et on accuse la majorité d'être derrière tout ça. C'est aussi votre avis? Oui, bien évidemment. G7 que j'appelle le 7 gourmands de la République, ce n'est plus G7, c'est maintenant G8 parce que leur président a aussi démissionné il n'y a pas longtemps. Donc je parle bien de M. Moïse Katumbi. C'est maintenant G8, ils sont passés de G7 à G8. Écoutez, ce qui se passe, c'est la cuisine de la majorité, mais si je peux passer pour voir, ils ont pris le courage de dire ce qu'ils ont dit, c'est bien, mais ils l'ont fait avec un grand retard qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de dire aussi, comme beaucoup de gens de l'opposition n'est pas une poubelle. Aujourd'hui, vous avez été au pouvoir pendant 14 ans, du jour au lendemain, vous quittez, vous venez, parce que là, ils sont passés de l'opposition, il faut se dire, la population aura le temps de l'observer. J'avais entendu une phrase qui m'avait fait du bien dans le temps, pendant la campagne, quand Vital Kamerhe avait quitté la majorité. Le président Tshisekedi avait dit dans ce temps, nous allons voir combien de temps il va tenir. Nous voulons voir combien de temps aussi qu'ils vont tenir dans l'opposition. Bon, maintenant sur le plan administratif, bien évidemment, c'est la majorité qui est en train de bénéficier et mettre tous ces désordres-là. Et il faut que les gens qui écrivent les textes, qui les votent, puissent eux-mêmes le respecter. Alors donc vous pensez, comme certains tenants de l'opposition, que c'est la majorité qui serait à la base de ce désordre. Et dans ce cafouillis, est-ce que pour vous le dialogue politique annoncé pourrait aboutir à des conclusions acceptables par une large frange de la population? Madame, mais une fois encore, nous allons au dialogue avec des gens qui ont déjà des idées derrière la tête. Nous allons au dialogue avec des gens, des ministres en fonction. Quand vous avez un ministre en fonction déjà qui fait des déclarations avec former un groupe de gens Kabila désire, vous savez déjà avec qui vous voulez aller au dialogue. Quand vous avez les gens de la majorité qu'ils envoient matin, midi, soir leur snapper devant le poste de télévision à tirer à boulettes rouges pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le dialogue, vous savez déjà qu'est-ce que ce dialogue va aboutir. Non,
Moi, je pense qu'il y a des problèmes, bien sûr, mais je pense comme la plupart des gens, ce sont des problèmes qui peuvent se régler sans s'asseoir pour, à la fin, partager encore le pouvoir. Bien évidemment, là encore, c'est la population congolaise qui sera en retard. Nous savons là où la majorité est en train de nous amener, c'est nous amener dans une transition, et puis une transition qui va bénéficier à qui? Toujours aux mêmes têtes et à un même groupe de gens. Une partie de l'opposition s'est prononcée pour le dialogue, une autre pour une tripartite, majorité, CENI, opposition, justement pour lever les équivoques, pour aplanir les divergences par rapport au calendrier électoral, au fichier électoral qui devait être mis à jour. On parle d'environ 10 millions d'électeurs qui manquent à l'appel à ce fichier, et ça c'est un audit des experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut une table ronde pour régler ces différends. Comment régler ces différends si ce n'est autour d'une table? On peut le régler. Madame, le problème, ce n'est pas ce que vous venez de relever, c'est tout à fait normal. Il n'y a que les hommes et les femmes qui peuvent le résoudre. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ce dialogue cache derrière? C'est ça le problème. Où est-ce que les gens qui appellent tout le monde à aller au dialogue veulent nous amener? Est-ce que réellement c'est pour fixer le problème que vous venez d'évoquer, ou ils ont un agenda caché pour que tout le monde puisse... Donc, parce que j'entends maintenant des choses qui se disent à gauche, à droite, nous allons glisser ensemble. C'est ça le problème. Mais si c'est pour arranger les choses, je crois que quel est le problème? Qu'est-ce que la CENI? Quel est le rôle de la CENI? Je crois que le rôle de la CENI, c'est ça. Dans la CENI que nous voyons aujourd'hui, il y a les gens de l'opposition, il y a les gens de la majorité qui peuvent se mettre d'accord pour fixer ces problèmes. Nous venons de passer, pas au dialogue, mais il n'y a pas longtemps, les gens se sont réunis encore pour parler là où il y avait 600 résolutions qui n'ont pas été respectées. Pensez-vous que c'est après le dialogue que les choses vont mettre encore les choses au clair, ou les choses vont marcher? Je ne pense pas, parce que ça sera toujours le même tête qui viennent de la concertation, qui vont aller au dialogue. Non, mais il faut qu'à un moment donné, les gens doivent être sérieux et savoir ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça le problème. Mais dire qu'il y a des problèmes qui méritent d'être résolus, oui, je suis d'accord avec vous. Mais l'intention derrière la tête, c'est quoi? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Ça se limite à des procès d'intention, comme vous dites. J'imagine que vous êtes contre une transition évoquée par beaucoup. Tout à fait normal. Légaliste comme moi, je suis contre la transition. J'attends qu'on aille aux élections. Les élections, pas à tout prix, mais aux élections avec, bien évidemment, les gens qui peuvent se réunir, parce que le dialogue que vous venez d'évoquer, c'est de l'argent. C'est les contribuables congolais qui vont payer. Cet argent ne vient pas dans la poche de quelqu'un. Ce sont les Congolais qui vont encore contribuer pour des gens qui vont venir des fins fonds du village. Mais pour avoir quel résultat? C'est notre argent que les gens sont en train de se taper matin, midi, soir, à prendre des avions, à rester dans des hôtels et à manger. Et voilà, est-ce que c'est pour que le peuple congolais puisse se retrouver? Non, c'est pour qu'un groupe de gens puisse se retrouver et se maintenir au pouvoir, et les autres qui vont intégrer le pouvoir. C'est ça la vérité. Ok, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes originaire du Katanga, et la Sicomine à Kolwezi vient d'entrer en phase de production. La première cathode est sortie il y a une semaine. Votre réaction? Je suis très content que
du moment où ça va profiter à la population congolaise qui croupissent dans la misère. Nous avons plus de 200 sociétés minières au Katanga, et quand vous allez regarder comment les gens souffrent et les camions qui font des Kolwezi à Kasumbalesa matin, midi, soir, mais avec une population pauvre. Madame, si cette société, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous venez d'évoquer. Ce qui est important, c'est que le Katangais, enfin, et les Congolais en général, puissent se retrouver. Si les Congolais, les Katangais en portugais vont se retrouver, well done. Selon vous, pourquoi les contrats chinois n'ont-ils pas prévu la transformation des produits miniers sur place pour une exportation des produits finis? C'était plutôt un deal. Vous pensez quoi d'un deal produits miniers contre infrastructure? Parce que c'était ça les contrats chinois. Produits miniers contre infrastructure. Je n'ai jamais lu ces contrats. Je ne suis pas en possession de ces contrats, mais je pense que les gens qui ont, des hommes et des femmes qui ont négocié ces contrats, savaient ce qu'ils faisaient. Ce sont toujours des contrats que la population ne se retrouve pas, mais ce sont des individus qui se retrouvent derrière de gros contrats comme ça. Je suis désolé, mais il n'y a pas seulement ces contrats, il y a plusieurs contrats dans ces pays où, au lieu que le contrat puisse être, que la population puisse se retrouver, ce sont toujours des individus. Donc, pour vous dire, je rentre encore de ce que j'avais dit. Si tous ces contrats minéraux contre infrastructure, en tout cas, moi personnellement, en regardant la ville de Lubumbashi ou à Kinshasa, je n'ai pas vu. À moins que le gouvernement puisse nous dire, dans cette avenue, c'était contre échange minéraux contre infrastructure, mais on n'a pas vu beaucoup parce que quand vous allez par exemple dans ma ville de Likasi, là où j'ai grandi, quelques avenues asphaltées, mais ce sont des routes à usage unique. Avec la pluie qui vient maintenant, allez regarder les avenues que Safricas nous ont fait à Lubumbashi ou à Likasi. Mais vous allez, je ne sais pas, tous ces gens-là, quand on leur donne le contrat et qu'ils ont fait une avenue ou deux avenues et que ça n'a pas marché, ça profite à qui tout ça? Et le lendemain, ils reviennent encore. Il faut qu'il y ait des poursuites, il faut qu'on demande des comptes. Il faut qu'on demande des comptes. Il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires. Bien évidemment. Mais vous savez, moi je veux vous dire une chose. Si je ne sais pas, les gens qui entourent le chef de l'État ne le disent pas, s'il y a quelque chose qui fait mal aux Congolais aujourd'hui, c'est parce que c'est l'impunité dans ces pays. Nous voyons le même genre. Demain, vous lisez des scandales, détournements de fonds. Et après une semaine, 2 mois, vous les voyez encore, ce sont toujours les mêmes têtes qui sont reconduites. Okay. Donc l'impunité, c'est vrai, est une épine dans le pied de ce régime, beaucoup le déplorent. Le démembrement de l'ex-Katanga a-t-il une incidence sur l'économie des 4 nouvelles provinces? Effectivement, la population se rapproche de ses dirigeants et ça ne peut que faire du bien aux nouvelles, à la population. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si enfin nous avons trouvé des hommes et des femmes conscients que le temps est venu pour travailler pour cette population, on s'est servi pendant beaucoup de temps. Oui, c'est une bonne chose. Mais si c'est toujours les mêmes gens qui viennent avec des intentions, parce qu'aujourd'hui, quand moi je regarde par exemple sur la liste des nouveaux commissaires spéciaux qui sont venus, je ne vois pas sur cette liste un ancien riche. Il n'est pas là. Je ne vois pas dans cette liste quelqu'un qui a sa famille riche. Il n'est pas là. Même pas Richard Mouyège. Je ne vois pas quelqu'un sur cette liste. Je ne vois pas sur cette liste quelqu'un
qui a des sociétés, qui a des camions, je ne le vois pas. Mais après quelques années... Même pas un Richard Mouyej, franchement. Après quelques années, il y aura des gens qui vont se déclarer et dire que voilà, ma famille a été riche, j'ai été riche avant d'être commissaire spécial. J'ai beaucoup de respect pour mon aîné Richard Mouyej. Ce n'est pas ça le problème, mais ici, ce qui est important, en fait, il faut qu'il fasse une déclaration. C'est la population congolaise. Il faut qu'il fasse une déclaration de bien. Mais je vous dis que dans ce que je dis, je n'ai pas dit que... Est-ce que j'ai dit que M. Mouyej a une société? Il n'en a pas. M. Mouyej n'est pas compté parmi les riches du Congo. Voilà, c'est ça la vérité. Mais je n'ai pas un procès d'intention sur lui, je parle en général. Je ne suis pas venu ici pour parler d'un individu. Il y a quand même des exceptions. Parce que vous disiez qu'il n'y a aucun commissaire spécial. Je dis bien, je le répète encore, sur cette liste, il n'y a aucun riche. Il n'y a pas quelqu'un que sa famille est riche aussi. Donc c'est des hommes et des femmes qui ont leur argent à gauche, le minimum pour faire leur vie avec leur famille. Mais il ne faut pas qu'ils puissent, parce qu'on les entend tous les jours, oui, venez, vous avez entendu dernièrement. Venez, je vois à qui vous faites allusion. On va voir je vois à qui vous faites allusion. Qui est qui. Je vois à qui vous faites allusion. Alors, vous êtes dans quel secteur d'affaires? Je ne suis pas venu ici pour parler de moi, dans quel secteur d'affaires je suis. Je suis un homme d'affaires. Votre réponse dépend de la question suivante. Je suis un homme d'affaires qui évolue. D'ailleurs, je peux vous choquer. Moi, depuis que je suis rentré dans ces pays, malgré que je fais des affaires, je ne fais pas même 10 $ dans ces pays. Tout ce que je fais, malgré ça profite à une partie des Congolais, mais je fais mon argent en dehors du Congo. Pourquoi? C'est scandaleux, ça? Quand vous dites c'est scandaleux, pourquoi mais je paye mes impôts. Quand vous dites que c'est scandaleux, vous dites c'est scandaleux comment? Je vous dis que la production s'est fait ailleurs, mais c'est le Congo, avec les Congolais, les hommes et les femmes congolais qui en profitent comme travailleurs. Donc voilà, quand vous avez des gens qui sont congolais, mais vous n'allez pas nous dire de quoi il s'agit, ou au Congo-Brazzaville ou partout en Afrique, mais qui ont des familles au Congo, donc qui envoient de l'argent chaque fin du mois à leur famille, c'est qui profite? C'est le Congo. Quel est l'apport direct ou indirect qu'on peut tirer de la présence des fameux mining au Katanga? Vous savez, il y a trop à dire sur ces sujets, mais je veux vous dire une chose. Quand vous avez une société, parce que les gens ne connaissent pas, quand vous avez une société comme TFM, Tenke-Fungurume Mining, c'est le filière de Freeport-McMoRan. Freeport-McMoRan, c'est le numéro 1 mondial de cuivre et cobalt. Vous allez en Indonésie, allez voir en Indonésie, de Freeport, allez voir comment Freeport est en train de traiter ses travailleurs. Allez comparer maintenant les travailleurs qui sont à Tenke-Fungurume. Regardez la différence des salaires entre expats et locaux. C'est un scandale. C'est un scandale. Vous savez qu'en Indonésie, Freeport, dans leur camp, ils ont même un terrain de golf de 18 trous. Mais allez voir, à côté du village de TFM, les familles pauvres, la souffrance, la misère. Mais c'est un scandale. C'est quel contrat, madame? Pourquoi ailleurs les gens sont vraiment très stricts et chez nous, les gens se comportent comme si on n'avait même pas des autorités. C'est un scandale, madame. Les choses qui se passent ici, ce sont des scandales, surtout dans le secteur minier. C'est des scandales. Je connais bien, j'œuvre dans ces milieux, je connais tout ce qui se passe. C'est des scandales. Il faut que les autorités, même les gens qu'on envoie pour représenter les commissaires spéciaux qui vont aller au Katanga, bien évidemment, il y a des gens expérimentés, mais beaucoup ne sont pas expérimentés. Il faut que les gens
ait la connaissance de savoir d'abord ce qui se passe ailleurs et le comparer. Ce sont des scandales, il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de choses à changer. Je vous ai donné juste un exemple, mais il y en a plusieurs. Vous regardez seulement la différence des salaires. Prenez un Congolais bien ingénieur qui a terminé au Congo, et qui a fait des études au Congo, qui est engagé chez TFM. Regardez son salaire avec un expat qui vient des États-Unis. Mais la différence est de 10 000 $ de salaire. Et ils sont logés dans des conteneurs. Ce sont des scandales que les gens ne connaissent pas. Ok. Alors, après le découpage territorial, c'est le visage des provinces qui change. Le Katanga a-t-il changé en 7 ans de leadership de Moïse Katumbi? Il y a eu des choses. Le Katanga, en général, n'a pas changé. Celui qui a changé, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui est un des... compté parmi les milliardaires africains. C'est lui qui a changé. Ce n'est pas... Le Katanga, en général, n'a pas changé. Quelques routes, 2, 3 choses, et je ne suis pas la première personne à le dire. Beaucoup de gens... Le chef de l'État lui-même, le président de la République, l'a dénoncé récemment. Quand il dit, vous regardez d'écologie jusqu'à Kasumbalesa, le nombre de camions, et vous regardez les noms de la société, vous savez à qui appartiennent toutes ces sociétés. Vous savez ce qui est fait? J'ai beaucoup parlé, je suis l'un des rares jeunes qui a dénoncé il y a 5 ans, qui a commencé à dénoncer sur Moïse Katumbi. J'ai même dit, je disais dans le temps aux gens de la majorité, c'est que la majorité est en train de créer un robot qui va les écraser après. Et c'est ce qui se passe. C'est tout ce que je disais. Et bien évidemment, il y a des gens qui m'appellent prophète. Je ne suis pas un prophète, mais tout ce que j'avais dit est en train d'être vécu tous les jours. Quand vous avez déjà quelqu'un qui est gouverneur et qui a la main mise sur tout, mais c'est un problème. Quand vous êtes vous-même homme d'affaires, vous êtes vous-même président d'un club, vous êtes vous-même douanier, vous êtes vous-même transporteur, vous êtes. Okay. Mais à la fin, qu'est-ce que le petit peuple va faire? Moi, je n'ai pas le problème avec Moïse Katumbi. Il faut que les gens que je parle ce soir puissent comprendre que ce n'est pas le problème de Katumbi. Je combats le système de Katumbi, de faire des pauvres plus pauvres et des riches plus riches. C'est ça. Alors, les charges politiques sont-elles compatibles avec celles d'un homme d'affaires actif? Non, mais on est homme d'affaires, on devient politicien, ce n'est pas toujours facile, mais je vous dis que c'est une lourde responsabilité. Nous ne venons pas parce que nous voulons passer à la télé, parce que nous voulons seulement dire, mais quand moi je regarde ce qui se passe, j'ai envie de dire aussi, écoutez, pourquoi pas aussi venir mettre la main sur la pâte et faire avancer les choses. C'est ce qui est important. Mais voilà, les gens peuvent venir de partout et il ne faut pas venir en politique pour se remplir les poches. On vient en politique pour servir la nation, pour servir son peuple. On a beaucoup parlé de fraude douanière, principalement sur la route Lubumbashi, Kasumbalesa, au poste frontalier plutôt de Kasumbalesa. Est-ce une réalité? Si oui, un exemple? Une réalité, bien sûr, ça n'a pas commencé seulement. Un exemple? Ça n'a pas commencé seulement. Mais je vous dis, madame, quand vous avez des autorités qui sont eux-mêmes autorités de la province, qui sont eux-mêmes les patrons des agences douanières, et que moi, vous tombez sur un homme d'affaires honnête comme moi, nous allons acheter la marchandise, nous tous, à un même endroit, nous avons le même prix, et eux, ils arrivent à la douane, ils fraudent la douane, et quand toi tu arrives, tu mets ton sac de ciment, par exemple, à 25 $, et eux, ils sont capables de rabattre le prix jusqu'à 15 $. Et tu te dis, ils font comment? Non, mais ils font comment? Ils ont triché à la douane.
C'est ça la réalité. Je vais vous expliquer une chose. Nous, dans les affaires, dans le temps, c'est que ceux qui étaient en politique, c'est eux qui nous donnaient l'argent. C'est eux, quand ils avaient besoin de construire une maison, ils avaient besoin de faire quoi que ce soit, ils recouraient aux hommes d'affaires. Allez en Chine, allez à Dubaï, allez, faites-moi les conteneurs de ça et ça. Aujourd'hui, les mêmes dirigeants, les responsables politiques, ils ont des petits bureaux en ville. Donc quand ils ont le marché, ils appellent leurs petits qui ont des petits bureaux au coin de la rue, aller faire le travail que les hommes d'affaires pouvaient faire. Mais ça veut dire que l'argent, au lieu de tourner dans les mains de la population, l'argent est en train de tourner dans les mains des mêmes individus. Okay. C'est ça la réalité. Oui, vous l'avez déjà dit. Alors, on va parler de foot, football club Lupopo. Vous avez envie d'être président de Lupopo? J'ai encore besoin de servir, d'aider une équipe que j'ai vue pendant ma jeunesse. J'ai rêvé, je disais, un jour, si Dieu me fait grâce, pourquoi pas être dirigeant? Est-ce que ce jour est arrivé? Je ne sais pas. Mais j'ai fait une proposition il n'y a pas longtemps sur des chaînes de télé. Et j'ai fait une proposition. Que je disais, bon, Lupopo a des problèmes d'argent aujourd'hui. Et j'ai un bon carnet d'adresses, des gens que j'ai contactés et qui sont prêts à venir aider Lupopo. Bon, il s'est fait que chez Lupopo, à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. Mais des problèmes, madame, nous sommes en 2015. 21e siècle, les gens sont encore au problème au niveau des tribus. Les gens sont au niveau de... Alors, celui-là, il vient d'où? Quels sont les atouts, sont les atouts dont vous disposez? Écoutez, je ne suis pas venu ici pour relater tous les atouts que j'ai sur cette équipe, mais je vais répéter ce que j'avais dit, et je le répète encore aujourd'hui. J'ai dit aux dirigeants de Lupopo, vous me donnez la présidence de Lupopo à 10h, je le répète encore, à 10h30, nous injectons, moi et les partenaires, mes partenaires, 1,5 million dans le club de Lupopo. Bien évidemment, après ça, on ne prend pas une équipe de football avec seulement 1,5 million et se dire que, non. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des gens qui veulent m'accompagner dans cette aventure. Et si les gens de Lupopo... C'est qui ces gens? C'est qui ces gens? C'est mes partenaires à moi. C'est mes amis. C'est des gens bien qui veulent m'aider dans cette aventure, bien sûr, que je n'ai jamais fait avant, et je veux essayer, tout en réunissant tout le monde autour de la table, et quand ça va arriver, je veux dévoiler ce qui est plus gros même de ce que j'annonce aujourd'hui. Mais voilà, donc je me suis retrouvé, quand j'ai envoyé ces messages, les gens qui ont répondu favorablement, et après, il y a aussi des gens qui ne veulent pas voir ma tête venir créer des désordres, les gens qui sont allés menacer même ma mère Alikassi, une maman de 75 ans aujourd'hui, aller la menacer parce que son fils veut prendre une équipe de football. Mais ça m'a un peu refroidi. Mais je suis encore là. Et si les dirigeants de Lupopo, moi je n'ai pas demandé de passer devant une élection, je viens, non seulement, je ne viens pas, Lupopo, bien évidemment, et Lupopo ne vient pas à quatre pattes, mais il ne faut pas que Lupopo me mette aussi à quatre pattes, parce que moi je suis venu faire une proposition, je viens avec aussi mes conditions. Et je dis encore une fois aujourd'hui, mes conditions c'est à prendre ou à laisser. Mais s'il y a des gens, les gens
peuvent arrêter de faire à un moment un peu le guignol et regarder que nous avons une équipe à sauver, que les gens mettent un peu leurs problèmes, des petits problèmes de tribalisme ou quoi à côté, et regarder seulement que nous avons une équipe que nous pouvons, Lupopo bien évidemment plus populaire que Mazembe, mais Lupopo qui évolue dans une province, l'ex-province du Katanga avec 200 sociétés minières, mais Lupopo n'a même pas 100 000 $ dans son compte, c'est une honte. Alors, depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs saisons, le Popo ne parvient vraiment pas à décoller. À quoi sont dues ces contre-performances des cheminots? Madame, une équipe de football tourne avec des moyens. Même si nous prenons Messi ou Cristiano Ronaldo, nous l'amenons chez le Popo, s'ils ne sont pas motivés, ils vont faire le même résultat. Il faut du sérieux, il faut travailler avec des moyens, bien évidemment, mais les gens doivent être sérieux. Mais si c'est les mêmes gens qui sont toujours là pour vendre des matchs à faveur d'une équipe ou d'une autre, le Popo peut rester, faire du surplace encore 5 ans. Mais si les gens qui sont chez le Popo, des dirigeants, qui sont assoiffés, comme moi aujourd'hui, de mettre tout à côté et de ne regarder que le Popo, nous pouvons faire dans 3-5 ans. J'ai un bon projet pour cette équipe, un très bon, très très bon. Et nous pouvons faire de grandes choses. Mais si les gens veulent continuer dans leur petitesse des tribus et à jouer chaque fois au guignol, c'est à eux de voir. On va terminer par cette question. Comment vous avez réagi après la victoire du tout-puissant Mazembe à la Ligue des Champions? Je n'ai aucun commentaire à faire sur la victoire de Mazembe. Pourquoi? Vous êtes tellement anti-Katumbi que vous restez insensible à la victoire de son équipe. Tout le monde était content. Madame, je vous dis que... C'était une fierté nationale. Je vous dis que je n'ai rien contre Katumbi, je n'ai rien contre Mazembe. Comme si vous insistez, j'ai dit félicitations aux joueurs de Mazembe et à leurs supporters qui ont gagné la coupe, entre guillemets. Et je n'ai pas de problème avec Moïse. Comment ça, la coupe entre guillemets? Je n'ai pas de problème avec Moïse. C'est quoi une coupe entre guillemets? C'est quoi une coupe entre guillemets? Il y a à boire et à manger, madame, ne me faites pas dire des choses. C'était une victoire, ça reste une victoire. C'est une victoire, merci. Merci. Est-ce que vous êtes obligé, est-ce que quand Barcelone joue la Champions League, est-ce que les gens de Madrid ont besoin d'applaudir ou d'aller accompagner une équipe? Mais c'est ça le football. C'est ça, ce n'est pas le problème, ce n'est pas de la méchanceté. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Okay. Moi, je regarde, vous allez en Angleterre, vous regardez les équipes comme Liverpool, Manchester. Même quand ils vont jouer à Liverpool, les gens de Manchester n'achètent même pas une bouteille d'eau pour ne pas donner de l'argent à cette ville. Mais c'est ça même, il faut qu'il y ait cette diversité. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas pour tuer quelqu'un, c'est pas... voilà, Mazembe a gagné, merci. Et puis quoi voilà. encore? Mazembe a gagné, et puis quoi encore? Et puis quoi? Et puis quoi? Mazembe a gagné, il a gagné. Mais ce que moi je ne veux pas, c'est qu'il y ait des récupérations politiques derrière une coupe. Oh, nous allons faire le tour du Congo. Mais attendez, et tout ça, nous savons, derrière tout ça, c'est des agendas cachés politiques. Non. Mazembe a gagné, les supporters de Mazembe sont contents, c'est tout à fait normal, bravo. Et on n'est pas tous, on n'a pas besoin, tous, moi je n'aime pas des hypocrites, les gens qui font, non, moi je ne le suis pas. Et vous regardez tout le grand club aujourd'hui, les gens, comme je vous ai dit, Madrid joue, Barcelone joue. Voilà, c'est ça même le football, c'est ça même l'ambiance du football. Patrick Bokengo Kasongo, merci d'être passé dans des briefings. Un mot pour terminer. Le mot de la fin, je m'adresse à la jeunesse orpheline congolaise de tenir bon. Le pays, la RDC, la République démocratique du Congo, un bien que nous avons
en commun, c'est notre pays, nous l'aimons. Il n'y a pas un groupe de gens qui peuvent dire qu'ils aiment la République démocratique du Congo plus que l'autre. Nous aimons tous ces pays, mais tout ce que nous voulons, c'est avoir des gens sérieux, capables de dire trop c'est trop. Travaillons pour ces peuples. Merci beaucoup d'avoir été mon invité dans Débriefing. Merci à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. Cette émission en rediffusion demain à 7h15. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Débriefing.